quoi le critère de publication diffère des besoins des décideurs publics ou décideurs privés ou monsieur tout le monde, etc. Et on retombe sur une question initiale qui a été posée dès le début à Fisher, qui est, voilà, tu proposes un critère d'une chance sur 20 ou de 5% d'erreur dans l'absolu sur un effet. Mais tu ne nous dis pas, ou tu ne prends pas en compte une fonction de perte de se tromper, c'est-à-dire de donner un traitement à quelqu'un qui n'est pas malade ou de ne pas donner un traitement à quelqu'un qui est malade à l'issue du test. Et donc on voit que voilà, à partir du moment où le système d'incitation de publication des chercheurs recherche un critère absolu sans prendre en compte la fonction de perte sociale ou la fonction de perte individuelle, eh bien les résultats vont être disjoints et du coup eh bien on va avoir ce genre de problème. Alors les choses, vous allez me dire, ça va se raccorder par une manière un peu tordue, c'est-à-dire que en réalité il y a aussi une demande sociale pour des résultats. Et finalement, ce système qui cherche à valider des vérités, finalement, les chercheurs pourront anticiper la demande sociale des décideurs et aller donner des résultats qui vont peut-être dans le sens de ce qu'attendent les résultats pour valider a posteriori ou au début leurs résultats. Et donc typiquement, peut-être que les gens de la Banque mondiale ont obtenu leurs résultats, mais ça correspondait à l'ère du temps de leur institution. Et donc finalement, on en revient à une question qui est finalement notre connaissance, et devient une connaissance conventionnelle. Et finalement, on a tout un nuage statistique qui est une sorte de faire-valoir qui valide des croyances d'une vérité plus ou moins approximative, et sur les critères de scientificité sont finalement assez faibles. Donc après, on peut se poser la question, comment les décideurs publics, voilà, ils ont un chercheur qui leur annonce un effet positif, un autre un effet négatif, mais aucun ne leur dit il n'y a pas d'effet du tout, ou très peu leur disent. Comment prennent-ils leurs décisions? Effectivement, ils peuvent soit passer outre, soit aller dans le sens des intérêts juste de réélection, etc. Donc avoir d'autres critères, finalement, qui les conduisent à décider, parfois à tort, parfois à raison, des politiques publiques. Donc ça, c'est effectivement, on pourrait dire, une vue très générale où finalement, on se rend compte que le savoir est très fragile. Voilà. Alors, il faut donner une impression néanmoins aux gens que tout ce qu'on fait est quand même assez solide. Et dans l'économie, il y a eu un changement, donc année 2000, mais le changement n'était pas tout à fait dans le sens qu'on pourrait souhaiter, qui a été de dire, finalement, notamment dans les politiques de développement, les gens ont dit, finalement, avec la macroéconomie, les données à l'échelle des pays, vous n'arrivez pas à prouver grand-chose. Et donc, ce qu'on va faire, nous, et on pense qu'on peut le faire, c'est de faire des expériences qui ressemblent à ce qui est fait en médecine, pas tout à fait suivant le même protocole, au niveau individuel, et tester en prenant deux groupes, un groupe traité et un groupe non traité, et tester si telle politique a tel effet à l'échelle individuelle. Donc à la fois, on peut dire que c'était un progrès proposé en termes de causalité, tester les effets, et d'un autre côté, ça nous dit, voilà, on ne peut atteindre des vérités qu'à l'échelon individuel, et on ne peut rien dire à l'échelon macroéconomique. Or, en réalité, on a toujours des besoins, aussi bien pour les décideurs que les individus, d'avoir des moyens d'expliquer ce qui se produit à l'échelle des pays, et pour prendre des décisions de politique macroéconomique. Donc ça, effectivement, ça a été une approche mise en valeur qui relève plutôt du conflit entre la microéconomie, la macroéconomie, etc. Puisque l'argument étant de dire, nous, en microéconomie, on peut faire des groupes séparés, donc un groupe traité, un groupe non traité. En macroéconomie, il faudrait des expériences naturelles du type la Corée du Nord face à la Corée du Sud, l'Allemagne de l'Est par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, donc des groupes à peu près homogènes qui ont des politiques très différentes. Et ça, on ne peut pas les faire sur commande, ce sont des événements historiques qui sont rares. Donc du coup, on aboutit à une sorte de raisonnement un peu négatif, qui est de dire la seule vérité vient de la microéconomie et de ses évaluations individuelles, et on ne pourrait à peu près rien dire que du discours sur la macroéconomie. Donc ce qui nous conduit, d'une certaine forme, à une forme d'impasse, puisque rien ne dit que ce qui est vrai à l'échelon microéconomique va être également vrai à l'échelon macroéconomique.